MED13L, ça n'a pas toujours été un gène de déficience intellectuelle. Pendant longtemps, dans le temps de la génétique, hein, c'est-à-dire ces quelques années, de 2003 finalement à 2013, on a longtemps pensé que MED13L, c'était un gène de maladie du cœur, de cardiopathie. Donc il y a eu plusieurs travaux sur la cardiopathie et MED13L, et puis finalement on s'est rendu compte que ce qui rassemblait les enfants qui portaient des variations, des modifications dans le gène MED13L, c'était pas tant les cardiopathies que les troubles du neurodéveloppement, et que finalement c'était ça la véritable clé commune entre toutes les familles, entre tous ces enfants, c'était les troubles du neurodéveloppement, les difficultés que finalement vous observez au quotidien, et absolument pas finalement le cœur. Hein. Ça, c'était peut-être ce qu'on appelle un biais d'étude au début, et finalement on s'est rendu compte que c'est très rare, et ce n'est pas du tout la cause principale. Donc ça a évolué, et MED13L, comme le disait le professeur Vincent Desportes, dans les troubles du neurodéveloppement, les troubles des apprentissages, on est quasiment sûr, donc c'est les travaux de Reza, hein, c'est 2013, et surtout à partir de 2015. Et là, à partir de 2015, on s'est rendu compte, et on sait que ce gène est un gène majeur. Alors un gène majeur, professeur Desportes vous a dit, on a 1800 gènes dans la déficience intellectuelle. Alors si on retrouve MED13L, ben on va le retrouver dans le top 20 des gènes les plus fréquemment retrouvés dans les troubles du neurodéveloppement. Alors, ça peut paraître étonnant parce que finalement c'est peu de familles, mais comme le disait le professeur Vincent Desportes, c'est beaucoup de gènes, peu de familles, donc même 200 familles, en fait, ça reste quelque chose d'assez important. Et on a très peu de gènes finalement qui permettent de rassembler des associations. Et nous, en routine diagnostique, eh bien, on a tendance souvent à trouver des gènes encore plus rares ou des pathologies encore plus rares où on n'a que 2-3 familles. Donc, ce qui rend beaucoup plus difficile de structurer des associations et de structurer des projets de recherche, ce qui n'est pas le cas pour MED13L. Alors, je vais me permettre de démarrer mon topo. Donc, alors moi, c'est Thomas Small. Alors, Small, pas comme petit en anglais. C'est SMOL. Alors, il manque un accent qu'on a perdu à la traversée de la frontière française dans les années 1900. Puisque c'est polonais, donc moi je ne connais pas Witaj, enfin je reconnais Witaj, je ne sais pas si c'est peut-être du tchèque, puisque c'est assez proche comme langue, mais c'est Witaj aussi en polonais, pour dire hello, salut. Donc moi dans la routine, en fait, je suis vraiment côté laboratoire, donc globalement, moi vous ne me voyez pas en consultation. Par contre, vous voyez souvent mon nom. Si vous avez été diagnostiqué sur l'île, mon nom et ma signature, donc souvent les gens connaissent plus ma signature que ma tête. Et voilà, nous on est la partie un petit peu cachée de la génétique, on est au laboratoire sur l'étude des variants, la recherche des variations, et on est souvent à l'origine de quelque chose qui est totalement incompréhensible pour tout le monde, et parfois même pour les médecins, c'est le compte-rendu. Et on écrit des comptes-rendus de génétique. Et ces comptes rendus, ils sont à destination des médecins, ils sont à destination des généticiens, et je me rends compte que déjà entre médecins, on ne comprend pas tout. On sait qu'on perd très vite des collègues. Et je sais que pour vous, ils sont totalement incompréhensibles parce qu'ils sont remplis d'acronymes qui sont compliqués à comprendre. Ils sont remplis de chiffres et de lettres. Et je m'étais dit, bah là, c'est peut-être l'occasion d'essayer de vous déchiffrer et d'introduire la journée avec des concepts. Parce qu'on fait référence à beaucoup de choses, on fait référence à des choses qui sont très différentes. Et je sais que ça perd tout le monde. Ça perd tout le monde, notamment parce qu'on va vous rendre des variants. Et les variants, on leur donne des dons. Et souvent, les familles me disent, mais ce variant, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la même chose que l'autre famille? Est-ce que ça ressemble? Et on a des choses, voilà, je pense que vous reconnaissez un petit peu ce que vous avez lu sur les comptes rendus de vos enfants. Hein. Donc des choses qu'on appelle épissage, des choses qu'on appelle faux sens, des choses qu'on appelle stop, non-sens, alors en anglais frame, shift, missense, qui sont finalement à l'origine de la fin de votre premier parcours, le parcours de l'Odyssée diagnostique, et pour rentrer dans le deuxième parcours, finalement le parcours du syndrome MED13L. Et ces chiffres, en tout cas ces références, on va un petit peu en discuter ensemble. Ils sont souvent associés à des codes qui sont... Je me suis rendu compte en faisant le diaporama d'une complexité assez affolante. Alors nous, on s'y repère.
Voilà, moi, quand je vois ça, je sais le lire. Bon, je pense que mes collègues en génétique clinique savent le lire, mais on perd tout le monde. Et pourtant, tous vos enfants, ils sont globalement... ils se retrouvent dans ces lettres, ils se retrouvent dans ces chiffres, et on va retrouver tous les diagnostics à travers toutes ces combinaisons. Et là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous dire, mais ça veut dire quoi en fait tout ça? Et ça veut dire quoi ces symboles qui semblent totalement aléatoires et qui en fait ont une vraie signification? Alors quand on parle de description, quand on va parler de description, alors moi j'ai une mutation, une variation, il va falloir la décrire. Et pour la décrire, alors il y a une faute d'orthographe, je m'en suis rendu compte dans le train, c'est 3 milliards avec un S. Il va falloir décrire la variation par rapport à une référence. Et vous allez entendre parler de référence beaucoup de fois aujourd'hui. Et vous savez peut-être que notre code génétique, c'est 3 milliards de lettres. Donc quand on va décrire une différence, quand on va décrire une mutation chez un enfant, il va falloir qu'on la positionne sur notre code génétique. Donc le code génétique, il va falloir globalement qu'on se dirige dedans comme on se dirige sur une carte et comme on utilise des coordonnées GPS. Donc on va utiliser finalement la description des variations pour se repérer dans le code génétique et pour dire exactement à quel endroit précis de ce qu'on appelle notre génome on va retrouver la différence ou la subtilité. Donc mon travail au laboratoire, finalement, moi c'est un peu particulier, je recherche toutes les différences. Les différences ici, c'est en violet par rapport à une référence. Je recherche toutes les fautes d'orthographe et j'essaye de savoir si est-ce que ces fautes d'orthographe dans notre génome, elles sont associées ou non à une maladie ou pas. Alors quand on se repère dans le génome, il faut savoir que notre génome, il est porté, ça je pense que vous le connaissez, certains d'entre vous, même peut-être pour les enfants les plus anciens, peut-être pour Françoise, il y a eu un karyotype. Donc karyotype, c'est l'étude des chromosomes. Donc pour se repérer sur le génome, on découpe notre génome en gros morceaux. On découpe notre génome en une espèce de grande bibliothèque, des bibliothèques qu'on va retrouver, qu'on appelle des chromosomes. Ces chromosomes, ils sont numérotés, on en a 23 paires. Et on va devoir se repérer dans nos chromosomes. Donc pour se repérer dans nos chromosomes, on va utiliser simplement, alors je ne sais pas si on voit ma souris, peut-être si je fais ça. Hop. On va utiliser le nom du chromosome. Le nom du chromosome pour se repérer. Alors vous voyez, les chromosomes n'ont pas tous la même taille. Le chromosome 1, il est très grand. Alors je me suis amusé, c'est un peu triché, j'ai demandé à ChatGPT, j'aime pas beaucoup l'utiliser. Mais je me suis dit, avec la taille du chromosome 1, ça équivaut à quel volume? Le chromosome 1, c'est l'équivalent de 710 livres de poche. Donc pour les gros lecteurs, 710 livres de poche. Et le plus petit chromosome, c'est le 21, c'est 140 livres de poche. Donc notre génome, c'est une bonne bibliothèque pour un très très gros lecteur. Je ne sais pas si on aurait toute notre vie pour lire tous ces romans. Et nous, on va s'intéresser pour mettre 13L à un chromosome en particulier, c'est le chromosome 12. Le chromosome 12 que vous voyez ici. Et quand on va décrire la position de la différence dans le chromosome 12, nous au laboratoire, on dit voilà, c'est dans le chromosome 12, c'est ce que vous voyez ici en violet. Et le chromosome 12, il est numéroté de son début, sa tête, c'est le numéro 1, jusqu'au dernier morceau, la dernière lettre du chromosome 12, qui est 133 464 434. Donc on a 133 millions de lettres sur notre chromosome 12. Et MED13L, lui, il va se situer à peu près ici au milieu, et on va diriger, on va dire, voilà, si on a une anomalie dans cet endroit, une différence dans cet endroit, c'est le gène MED13L. Ça dit rien d'autre. Je sais que c'est MED13L, je ne sais pas autre chose. Alors pour comprendre ou pour retrouver les autres éléments, il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment MED13L est organisé. Donc MED13L, ça je pense que vous êtes tous familiers avec ça, c'est un gène. Le gène, il est posé sur le chromosome, c'est comme un chapitre, c'est le chapitre sur le chromosome 12, on a un chapitre MED13L. Un chapitre MED13L qui est composé, alors ça je pense que c'est un terme que vous connaissez, ce qu'on appelle des exons et des introns. Donc un gène, on va avoir une succession de séquences, de petits fragments de lettres qu'on appelle des exons, et d'autres fragments de lettres qu'on appelle des introns. Au laboratoire,
on s'est un petit peu complexifié. Donc c'est un système international, hein. C'est comme pour ceux qui sont dans l'ingénierie, c'est comme un système ISO. Quelqu'un un jour a dit on va numéroter les chromosomes, mais on va aussi numéroter tous les gènes. Donc tous les gènes, on s'est dit, pour faire simple, la première lettre du premier exon, on va dire que c'est 1. Et, je ne sais pas si c'est simple ou pas, à chaque fois qu'un exon se termine, la numérotation s'arrête et elle reprend à l'exon qui suit. Donc vous allez avoir une numérotation qui va être un petit peu sautante entre les exons, et c'est ça que vous allez voir sur votre compte-rendu. Donc cette numérotation qui est un petit peu sautante, ça va nous permettre de nous repérer. On s'est dit, bah oui, là c'est dans M13L, et je sais dire précisément, la variation elle est dans M13L, elle est à l'intérieur de cette séquence, elle est à l'intérieur de ce fragment, et je vais pouvoir lui associer des conséquences. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est le fameux... Alors je pense que sur tous vos comptes rendus, il y a au moins cette information, chez tous vos enfants. Il y a une formule un peu compliquée qui s'appelle C point quelque chose. Et tous vos enfants, vous allez retrouver C points et une succession de chiffres et de lettres. Alors certains, je pense que peuvent avoir un compte rendu un tout petit peu plus compliqué, où on rajoute des plus et des moins. Je vous expliquerai simplement ce que c'est après. Alors une fois qu'on a ça, on sait qu'on a un changement dans M13L. Donc j'ai un changement dans le chromosome 12, et je sais que ce changement, il est dans M13L. Alors ça ne me dit toujours pas quelle est la conséquence du changement. Et c'est la conséquence qui finalement va faire le diagnostic. Alors pour comprendre un petit peu les changements, je me suis amusé à imaginer un petit peu les exons et les introns comme des wagons, comme des trains. Et il faut vraiment imaginer les exons que vous voyez ici comme des wagons, comme quelque chose qui contient de l'information. Et ces régions qui contiennent de l'information, elles sont entourées par ce qu'on appelle des régions introniques. Et ces régions introniques, c'est des régions de liaison. Ça permet simplement de relier deux régions différentes qui contiennent de l'information intéressante. Cette information, ça va être lié à la fonction, ça va être lié à un message. Le message associé à M13L. Au niveau de la cellule, pour créer le message, elle va simplement supprimer toutes les régions de liaison pour créer le message final. Donc le message final qui ici, c'est ce très beau petit train avec le contenu qui provient de différents exons. Donc ça, c'est ce qu'on observe théoriquement dans la population générale. C'est ce qu'on va observer, ce qu'on observe chez les parents, ce qu'on observe quand on étudie un génome lambda. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le syndrome M13L ? Alors dans le syndrome M13L, il peut se passer plusieurs choses. La première chose qu'on peut observer, c'est ce qu'on appelle une délétion. Alors peut-être pour certains qui ont eu des diagnostics dans les années 2012 jusqu'à 2015, diagnostics par ce qu'on appelle une analyse chromosomique sur puce et ADN, alors l'acronyme c'est ACPA ou CGH-Array, on a pu trouver des délétions. Des délétions, c'est simplement la région qui est manquante. La région de M13L qui n'existe pas chez l'enfant. Alors si la région M13L n'existe pas chez l'enfant, quand on va vouloir créer le message, alors soit le message il est totalement absent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de M13L. Le message M13L est ici, ou alors soit le message, vous voyez, c'est un peu, vous avez votre locomotive et puis il vous manque une grande partie des wagons, où les wagons sont complètement coupés, donc votre message il est, nous on dit tronqué. Il n'est pas totalement complet. Il manque finalement l'information associée, donc je caricature au wagon bleu et ici au wagon vert. Il y en a certains parmi vous, alors je dis certains, mais en fait c'est la majorité des enfants. La majorité des enfants vont porter ce qu'on appelle un message d'arrêt, un message stop. Ce message stop, c'est une faute d'orthographe très particulière qu'on va observer, alors je l'ai représenté ici en jaune. Et ce message stop, en fait, il va arrêter complètement la création du message final. Donc le message final, qui aurait dû être un message avec l'ensemble de tous les wagons comme on attendait au début, il va s'arrêter brutalement. Il s'arrête brutalement, il manque toute la fin.
Donc il manque toute la fin du message associé à maître Trézel. Et ça, vous pouvez retrouver. Alors il y a pas mal d'écritures différentes, mais très souvent, il y a une des écritures où vous voyez le symbole terre ou le symbole étoile qui peut apparaître. Sur le compte-rendu, on a le symbole terre ou le symbole étoile. Le message, ça veut dire que le message associé à maître Trézel, il est arrêté, on va dire un peu brutalement, avant la fin. Donc si on continue, vous avez d'autres enfants qui, eux, portent ce qu'on appelle une variation qu'on appelle un faux sens. Alors, ce n'est pas la majorité des enfants, on verra à la fin. Et dans ce faux sens, ce que j'ai représenté ici en noir, la faute d'orthographe, le petit changement, il ne va pas arrêter le message. Le message, il continue, mais on va changer la structure, on va changer l'organisation. C'est-à-dire que vous voyez ici, alors on attendait une des roues du train, et bien le changement fait qu'on perd une roue. Alors ça peut être fonctionnel. On peut avoir un maître Trézel qui fonctionne normalement, mais en changeant l'organisation, on peut aussi complètement déstructurer maître Trézel, et en déstructurant maître Trézel, eh bien, on va lui donner une fonction, on va donner un message différent, en changeant un tout petit peu l'organisation. Alors ça, ces variations, ça s'appelle des variations faux sens, missense. Alors c'est pas la majorité, vous le verrez. Alors, et enfin, alors je termine parce que ça concerne quelques familles. On a certains messages qui ne sont pas dans nos wagons, mais des messages qui sont dans nos régions de liaison. Alors c'est étonnant, on se dit pourquoi ça va venir impacter, pourquoi finalement avoir des anomalies dans nos régions de liaison, ça va impacter maître Trézel. Alors ça, c'est un peu particulier. Et en fait, quand on a des anomalies dans nos régions de liaison, ça va empêcher la formation normale de notre train de wagon, et finalement, ça va venir perturber l'élimination de ces morceaux. Et en perturbant l'élimination de ces morceaux, on va créer un message qui est totalement différent de ce qu'on aurait pu observer, c'est-à-dire qu'on peut perdre un wagon, on peut en gagner un autre, on peut arrêter un wagon brutalement en venant ajouter ces petites fautes dans ces régions introniques. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. Et si on regarde au niveau de la répartition, dans le syndrome maître Trézel, aujourd'hui, ce que nous, on sait, c'est que vous allez avoir, alors c'est les chiffres d'une énorme étude qu'a réalisée Roselyne chez nous, on va avoir à peu près 23% des enfants qui ont une modification dans maître Trézel qui crée un message complet. Le message ici, vous voyez, est complet, mais avec un changement d'organisation. Et tous les autres, eh bien vous voyez, alors épissage, c'est à peu près 9%, le morceau de maître Trézel manquant, c'est à peu près 19%, et l'arrêt brutal du message, c'est à peu près 50%. Donc on va, si on synthétise un petit peu, on va se retrouver avec 3/4 des enfants qui sont dans le parti un petit peu jaune ici, et globalement, ce qu'on sait, c'est que la maître Trézel qui fonctionne assez mal de manière un peu similaire dans ces situations, c'est-à-dire la situation d'arrêt brutal du message, la situation de message manquant ou partiel, ou ici, la situation où il va nous manquer un très très gros fragment. Alors comment ça marche ? Eh bien, c'est finalement un message qui est tronqué, un message qui est arrêté trop précocement, avec des informations qui sont manquantes. Donc on va venir ce qu'on appelle perdre la fonction. Donc le maître Trézel va perdre sa fonction, va perdre son organisation. On a d'autres familles, alors ça c'est une minorité de variations qui vont avoir ce qu'on appelle variation faux sens. C'est globalement un quart. Un quart des enfants porteurs de syndrome maître Trézel ont ces variations faux sens. Ces variations faux sens que vous voyez ici, c'est on change une partie du message. Alors c'est très caricatural ici, vous voyez que sur un chromosome 12, on a l'entièreté de notre message, et de l'autre côté, on a une roue qui est manquante. Au niveau cellulaire, c'est pareil. Vous avez un message qui va être perturbé, et il faut imaginer que vous essayez de faire rentrer ici cette brique
brique qui est la composante initiale du message, que vous voyez là tout petite, et que vous essayez de la changer, de la remplacer par celle-ci. Alors vous imaginez bien que si votre brique qui compose le message, elle est dans une région qui est toute petite, qui correspond à sa taille, et que vous allez vouloir, par la faute d'orthographe, on crée une brique un peu différente. Quand on va vouloir intégrer cette brique qui est différente dans le message maître-13L, forcément, la conformation, elle va être différente. La conformation du message maître-13L va être différente, elle ne va pas être celle qui est attendue. Et on travaille notamment sur ces aspects avec Jamal Goumid au laboratoire ADEME pour essayer de comprendre pourquoi le message fonctionne moins bien quand on a ces briques ici qui sont un petit peu différentes. Alors là, c'est très caricatural, hein. Ici, vous avez une toute petite brique. Alors ça, c'est dans la réalité de la protéine, du message maître-13L. Alors vous voyez les petits traits que vous voyez peut-être ici, ce sont les associations avec les partenaires autour de la petite brique. Et bien finalement, quand on change par une brique un peu différente, et bien vous voyez qu'on a plein d'interactions qui se créent, plein de nouvelles interactions qui se créent et qui se perdent. Et même si le message il est complet en nombre, le message il n'est plus fonctionnel. Alors si je termine, donc on a vraiment, nous au laboratoire, une numérotation qui est, je me rends compte, assez complexe. Mais elle est complexe simplement pour retrouver chaque variation, pour donner finalement un code unique à chaque variation et pouvoir la retrouver très facilement. Le fait d'avoir cette numérotation, ça nous permet de retrouver très très vite chez un apparenté, de rechercher chez un apparenté dans n'importe quelle situation possible, la différence. Dans maître-13L, qu'est-ce qu'on constate? On constate, ou on suppose, qu'il va y avoir deux choses. Un arrêt du message maître-13L, dans la grande majorité des cas, ou alors une modification du message qui va perturber son fonctionnement. Et je caricature, mais quand vos enfants finalement vont porter ce type de variant, alors que ce soit stop, non-sens, décalage de cadre de lecture ou frame shift en anglais, épistage, placing, les conséquences elles vont être très 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 similaires. On a des conséquences qui sont proches et ces conséquences c'est vraiment l'arrêt du message. Par contre, quand vous voyez les termes apparaître, alors c'est faux sens, j'ai certains collègues qui laissent la traduction anglaise miss sense dans le texte, et bien là on va plutôt changer. C'est un petit peu plus compliqué nous à comprendre au laboratoire parce qu'on va changer la conformation. Et quand on se trouve devant ce type de variant, nous on réfléchit au laboratoire, est-ce que le changement il est suffisant pour entraîner une altération du message? Et c'est beaucoup de travaux qui sont en cours. Alors j'ai terminé, je ne sais pas si y a des questions, si vous voulez prendre s'il y a des questions à prendre. Et du coup, Thomas, comme pas mal de familles viennent de partout en Europe, est-ce que c'est quelque chose de standardisé partout dans le monde où il y a des versions par pays, etc. Alors effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors on est très organisé en filière au niveau national, mais ce système de classification, ce système de code, c'est un système qui est effectivement universel. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit dans le monde où une variation est identifiée, on va utiliser exactement la même nomenclature, exactement les mêmes règles. Donc nous, quand on a... Alors moi, je travaille à Lille. À Lille, on a beaucoup de patients qui traversent la frontière. Donc les patients qui sont diagnostiqués en Flandre ou en Wallonie, globalement, une fois que nous, on a les coordonnées, moi, c'est très facile de rechercher chez des apparentés, chez les frères et sœurs, dans la famille, de retrouver la mutation, ou même de se comparer avec ce qu'on a trouvé. On utilise tous le même système, et c'est un système universel, avec des règles qui sont... Alors les règles sont compliquées justement pour qu'on puisse la retrouver. Alors on travaille beaucoup avec les collègues européens, mais pas mal avec les collègues outre-Atlantique, mais on sait, voilà, qu'on est capable de comparer n'importe quelle variation maître-13L entre elles, de comparer toutes les conséquences, n'importe quelle conséquence, à partir du moment où le code a bien été écrit initialement et où la variation elle a été bien écrite. Et ça fait partie des travaux au laboratoire.
Est-ce qu'on peut vous envoyer, disons, les résultats pour vous, Oui. avoir ces résultats dans la date de base, et vous avez intérêt ou pas? Alors, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des résultats de partout. Alors, ces résultats, effectivement, je les compile de manière totalement anonyme. Alors, pourquoi je les garde? Parce que Maître-Trézel, c'est une maladie qui est très rare, on n'en trouve pas beaucoup, et on est interrogé par des collègues de par le monde, et c'est toujours intéressant de se dire, ah ben, cette variation, elle est très très rare. Est-ce que cette variation, elle est très très rare et elle peut être associée à un syndrome Maître-Trézel, ou est-ce que cette variation, elle est très très rare, mais c'est juste une variation très rare d'une famille? Parce qu'on est tous porteurs de variations très rares et c'est normal, c'est ce qui fait la diversité. Donc moi, je les croise, et souvent je croise ces données parce que la première chose que je regarde quand quelqu'un me demande un avis, c'est est-ce que je l'ai déjà trouvé? Ou est-ce que quelqu'un l'a déjà trouvé ailleurs? Ou est-ce que quelqu'un a trouvé la faute d'orthographe juste à côté? Et ça, c'est quelque chose qui me fait gagner du temps et qui fait gagner du temps au diagnostic en se disant, bah oui, quelqu'un l'a déjà trouvé. Alors, on regarde plein de bases de données. Mais là, on s'est dit, bah oui, là, je sais, dans tel pays, ça a déjà été trouvé. C'est un syndrome Maître-Trézel. Les conséquences, la faute d'orthographe, elle va avoir les mêmes conséquences. Moi, ça me fait gagner du temps et ça fait gagner du temps à la famille. Donc, c'est toujours intéressant de recueillir ces informations, que ce soit les informations numériques, hein. Comme ça, nous, on enrichit une base de données et ça nous permet de répondre plus vite ou d'être beaucoup plus performant. Alors, je peux me mettre en contact avec vous? Avec plaisir. Et nous sommes en communication, disons. Ok, merci. Merci. Hello, can I in English? Yeah. If I understand this, is more types of MET13 or what do diagnostic or is just one? There is a very high diversity in MET13L mutations. We can observe mutations in all genes, all exon, all coding sequence here. And they are pretty much unique. It's very rare that we found a mutation in common into unfamiliar people. Most of the time we found MET13L mutations close together in some people with MET13L syndrome, but without common familial history. We can observe mutation, and we have observed mutation in the all genes. All gene in the first exon, in the last exon, and we are pretty confident now that the consequences are the same. If the stop is very close to the start of a message or close to the end of a message. If you're interested, we have results. We are from Slovakia here, from we blood and can everything. discuss it if you want. We can discuss together in okay. one of the posts. Okay, thank you. Will you be here for a while? Can we talk to you for a while? In the afternoon. Sorry? In the afternoon. In the afternoon. Thank you. Justement, Madame proposait de vous faire parvenir les résultats pour son enfant. En France, nous, notre fille, elle a été diagnostiquée sur Chambéry. Et ma question, c'est est-ce que, de fait, elle rentre immédiatement dans une base à laquelle vous avez accès? Est-ce qu'il y a une centralisation de toutes les personnes diagnostiquées en France dans laquelle vous pouvez piocher ou pas? C'est une très très bonne question. Alors Chambéry, c'était James Lespinasse. Ok, donc il a travaillé avec moi pendant un bout de temps, donc c'est possible que ce soit avec moi. Après, sinon, il travaille avec les collègues de Lyon. Alors, on doit partager les données.
On partage tous les données et globalement, on enrichit tous des bases de données mondiales qui sont hébergées par le NIH. Donc là, pour le moment, on a quelques difficultés d'accès puisque étant financé par l'administration américaine, il y a il y a quelques difficultés de mise à jour des bases. En France, nous n'avons pas aujourd'hui fait le choix d'avoir une base nationale. On a préféré venir enrichir des bases européennes. Donc on avait une base qui marchait très très bien, qui s'appelle Decipher, qui est une base anglaise, mais qui a connu un petit coup après le Brexit. Après, on essaie d'enrichir différentes bases et de les interroger, mais on n'est pas encore réussi à se coordonner pour faire remonter les informations à ce qu'on appelle les référents de gènes. Vous pouvez demander à ce que cette information remonte, mais après, je pense que des informations sur des familles françaises, je pense que j'en ai... Alors, moi, je n'ai juste que les mutations, la ville, je ne sais pas qui est... je n'ai pas de nom d'enfant, c'est totalement anonymisé. Hein. Même, voilà, j'ai pas de moyen de retrouver... Mais je pense que je dois en avoir 60, 70, et je pense que c'est pas beaucoup par rapport au nombre total. Après, voilà, les jeunes généticiens partagent beaucoup parce qu'on utilise beaucoup les bases partagées. Je voulais savoir si, en fonction du type de mutation et de l'endroit où ça se situe, aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir un petit peu ou prévoir la symptomatologie, la clinique et le développement le neurodéveloppement de l'enfant. C'est effectivement, nous, c'est notre objectif, ça s'appelle de faire de la corrélation, du lien entre la mutation et le phénotype. Alors, ça marche très très bien quand on a beaucoup de données. Beaucoup de patients, Met13L, ça reste des symptômes rares et qui sont parfois très diverses. Néanmoins, on va y revenir au cours des topos. On sait qu'il y a des différences. Roselyne, ce sera évoqué ou non? Donc j'en profite. Effectivement, on sait que certains patients qui vont avoir des mutations dans des endroits très très précis de Met13L, effectivement, ceux-là, mais pour le moment, on n'arrive pas à comprendre encore pourquoi. On travaille beaucoup avec Jamal là-dessus. On a quelques pistes, mais on sait que ceux-là, ils sont un peu plus sévères. Ils évoluent un tout petit peu plus sévèrement. Les autres enfants, on va dire qu'ils se ressemblent. Alors, c'est une photo très large, hein. Après, chaque enfant a ses spécificités, mais on va avoir quelque chose qui peut être assez similaire. Mais on a quelques endroits, c'est pour ça aussi que c'est important de partager nos données et que nous, c'est un peu notre cheval de bataille. C'est retrouver, partager, essayer de vérifier, d'avoir le plus d'informations possible. On sait qu'il y a certains endroits, et c'est notamment le cas pour ce qu'on appelle des mutations faux sens. Alors, ce que j'avais essayé d'illustrer avec un changement 1 pour 1, où en gros on veut faire rentrer dans une chaussure qui taille du 34, on veut faire rentrer du 40, ça passe pas. Dans la protéine, le message, il essaye quand même de se faire en forçant, et en forçant, il tord certainement la protéine, et avec les mouvements, la torsion, eh bien, on doit certainement altérer un peu plus différemment le message. Mais on a toujours besoin de nouvelles descriptions. Je pense qu'il y aura une intervention de Génida après, voilà, pour essayer d'enrichir, pour essayer de comprendre, parce que malgré tout, le recul, quand on commence à vraiment décrire et avoir les infos, alors on sait que les premiers papiers c'est 2015, mais c'est surtout 2018, donc ça fait 7 ans de recul pour une maladie rare. Alors c'est beaucoup, hein, parce qu'on a des maladies rares qui se sont décrites, des nouvelles maladies rares et des nouveaux gènes associés à déficience intellectuelle qui se sont décrits tous les jours. Mais là, voilà, Met13L, on commence à avoir beaucoup de données, mais pas encore, ça reste très partiel. Dans les cas que vous avez colligés, merci. Dans les cas que vous avez colligés,
est-ce que vous n'avez que des mutations de novo ou est-ce que vous avez des cas de patients dont le syndrome Maître-Trézel a été transmis par le parent? Alors, c'est effectivement, ça fait partie des inquiétudes. Hein, ça, c'est les questions qu'on retrouve. Alors, nous, dans les cas colligés ou à Lille, je n'en ai pas trouvé. Par contre, je sais qu'il y en a. On sait qu'il y en a. Alors, on sait qu'il y en a et globalement, ce qu'on pense. Alors, le parent lui-même, dans toutes les cellules, alors j'en ai pas parlé cette année, il n'y a pas la mutation. La mutation, elle se retrouve au niveau des cellules de la reproduction. C'est ce qu'on appelle, alors souvent c'est des mosaïques. Et au niveau de la littérature, pour le moment, on a recensé, on avait fait ce travail, je pense qu'on a 4 ou 5 cas qui ont été décrits. 99,5% des variations, même plus, 99,9%, elles sont totalement accidentelles, mais on a ce petit pourcentage de ce qu'on appelle des mosaïques chez les parents. Le parent lui-même n'est pas atteint, ne présente pas de signes, mais il y a un risque un risque qu'on appelle de récurrence. Ça reste très très rare, mais c'est pour ça que nous on essaye vraiment de faire attention à bien le rechercher quand on fait un diagnostic. Bonjour, Léa Guillaume, donc maman de Lison, qui est atteinte du syndrome Maître-Trézel, elle est à côté de moi. Juste une petite question, donc on est sur les symptômes, enfin le code génétique. Lison, elle a été diagnostiquée il y a environ 5 ans. Mais pour le coup, je suis surprise parce qu'on vous étudiez la pathologie, on cherche les symptômes, la définition, mais depuis qu'elle a été diagnostiquée, elle n'est jamais reconsultée. Est-ce que est-ce que le code génétique vous donne tous les symptômes qu'elle peut avoir, ou voilà, est-ce qu'il y a une suite derrière pour justement voir l'évolution en fonction de l'âge, etc. Alors, je pense que vous allez trouver des réponses à vos interrogations avec mes collègues qui sont plutôt côté consultation. Alors effectivement, les descriptions, elles évoluent. Elles évoluent avec les publications. On sait qu'on a des choses qu'on ne cherchait pas, qu'on peut chercher. On sait qu'on a des signes qu'on pensait majeurs qui sont en fait un peu moins rares, ou des actions qu'on peut entreprendre simplement par le fait de croiser des données. Croiser des données, ça peut permettre c'est ce que disait Vincent Desportes, de créer un profil pour voir comment on évolue, et ça permet aussi de faire remonter des actions de prise en charge, de prise en soin, qui a permis d'améliorer certains aspects. Il y a toujours des choses qui évoluent. Après, je vais avoir du mal à vous accompagner un peu plus sur ces réponses parce que c'est moins mon domaine. Mais je pense que vous allez avoir des réponses à tout ça, ou peut-être des pistes sur la suite des interventions de mes collègues. Bonjour, merci déjà, c'était très intéressant et très instructif. On revient beaucoup sur la remontée, le partage des données. Est-ce que c'est une demande aujourd'hui que vous faites aux familles déjà qui sont ici de partager les données de leurs enfants? Et si oui, quelle est la bonne façon de le faire de façon efficace auprès de vos équipes? Alors moi, le plus simple, c'est, encore une fois, je ne collige pas des données identifiantes. Mais c'est au moins, parce que les bases de données ne sont pas forcément structurées pour avoir des bases identifiantes. C'est très encadré en France et je ne peux pas avoir tel nom, prénom, date de naissance d'enfant dans ma base de données. Ce que je récupère beaucoup et ce que m'envoient beaucoup mes collègues quand ils font un diagnostic de n'importe quelle ville, c'est pour ça que je pense qu'il y a des ratés parce qu'on est tous sous l'eau et on oublie de le faire. Ils m'envoient globalement, ce que vous voyez ici, c'est les coordonnées. Les coordonnées, ils me donnent quelques signes. Ils me disent j'ai trouvé ça. J'ai vérifié que c'était accidentel, mets-le dans ta base. Ça, vous m'envoyez un mail, ça je le fais, c'est un travail, et je reçois des informations de toute l'Europe régulièrement, et j'enrichis la base, je me dis, bon ben voilà, ça je sais que ça a été trouvé à Rouen, je sais que ça a été trouvé à Chambéry, je sais que ça a été trouvé à Lyon, ben, je peux éventuellement retrouver le collègue, parce qu'on se connaît tous, qui l'a trouvé, et demander des précisions si jamais
je réidentifie ou on me repose la question d'une variation qui est au même endroit ou juste à côté. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de choses très efficaces à faire, mais remonter l'information, après vous pouvez juste m'envoyer une copie du résultat en me disant c'est un syndrome Maître-Ezell, il est de novo accidentel, et moi je le trace comme ça. Vous me mettez la ville où ça a été diagnostiqué, comme ça je sais qui est le généticien. On est un très très petit milieu, donc globalement on se connaît tous. Donc c'est facile après de remonter si jamais je suis interrogé. In France, I think we have actually in my area, in the north of France, it's a 5 million people area around Lille, and I think we have 23 or 25 patients with a Maître-Ezell syndrome. In France, I don't remember the last numbers, but I think we have maybe 150 people with Maître-Ezell syndrome. I'm not sure, but we have had a lot of diagnoses in the late 2012 years, and now we have more or less 2 or 3 new diagnoses in my lab per year. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les explications d'abord. Et, je suis d'Espagne et j'avais juste une question. Est-ce que vous avez trouvé des différences dans les symptômes des patients entre ceux qui sont diagnostiqués comme mécènes, faux sens, que c'était un quart, je pense, et les autres dont apparemment c'est tronqué, ce que vous nous avez expliqué? Vous avez raison, il y a des petites différences, dans les présentations. Et alors, on manque de recul, on manque de données parce que ça reste un faible nombre de cas, mais certains patients avec des variations faux sens ou missense, ils sont plus sévères. Ils sont plus sévères et ils ont des difficultés beaucoup plus marquées que la forme qu'on observe. Alors pour le moment, on est toujours en train de chercher, de comprendre pourquoi. Mais c'est un constat effectivement qu'on a fait. Il y a certains endroits du message qui supportent très très mal le changement. Et on essaye de comprendre un petit peu pourquoi ces régions sont critiques et qu'est-ce qui fait que ces régions elles sont critiques et qu'elles ne supportent pas la moindre changement. C'est beaucoup de travail. Vous verrez après quand on va parler un petit peu de Maître-Ezell. Maître-Ezell, c'est quand même quelque chose qui est très très spécial, qui est très bien organisé. Et il y aura peut-être voilà, c'est certainement en lien avec l'organisation générale, mais on n'a pas encore l'explication précise. Juste une question là, peut-être. Il reste une question peut-être, et je te passe la parole, Alexis. Yeah, thank you very much. How far we are for knowing how to fix the train? It's a very good question. There is a lot of works for the compensating the train, for repair it. A lot of questions how Maître-Ezell actually works and what are our options. Today we continue to work on the function of Maître-Ezell, function in human and function in other species or other models. When we will fix that part and we very understand how Maître-Ezell interact with its partners, which partners are involved, when we focus on how. But today we have a lot of questions unanswered.